La République une et indivisible, est-ce cohérent avec la réalité africaine ou gabonaise? C'est la question que nous envoie, en tout cas que m'envoie aujourd'hui Grégory Tankès. Nous sommes le dimanche 27 janvier 2019 et je vais tenter d'y répondre. Je suis José Ménébert du courant de pensée de la fédéralitude. Bien, donc avant d'y répondre, allons-y plus en détail dans le texte de Grégory Tankès. Il ajoute ceci. Quand on sait que nos pays sont composés de multiples républiques, races, clans, ethnies, dont les usages et les coutumes peuvent être différents. Est-il intelligent de dire que les Gabonais sont tous les mêmes quand on sait que dans la culture Fan, il n'y a pas de chef, mais un corps de garde où l'on aborde toutes les questions importantes de la communauté, et que chez les Omienais, il y a plutôt un chef entouré par son conseil des sages qui aborde les questions importantes du clan. Il continue. Le nord, le sud, l'est et l'ouest du Gabon ne méritent-ils pas de jouir d'une plus grande autonomie pour assurer son ou leur développement et un bien-être social, économique, sanitaire, pour ne commencer que par cela? Et il continue encore. L'État centralisé, création occidentale qui concentre tous les pouvoirs autour d'un individu et sa famille et qui, depuis 50 ans, a montré ses limites, ne mérite-t-il pas d'être allégé pour justement rendre chaque province responsable de son développement et ainsi être plus proche des populations dont il a la responsabilité? Voilà quelques questions qui, je l'espère, capteront vos attentions. Et voilà, c'est la question que Grégory Tankès m'a envoyée aujourd'hui. Donc, il faut déjà dire une chose. Dans cette fameuse phrase que les Africains connaissent de tête, la République une et indivisible, dans cette fameuse phrase qui est dans toutes les constitutions, il y a quelque chose qui doit attirer votre attention. On ne parle pas de la nation. On ne parle pas d'une entité sociologique. On parle de quelque chose de totalement abstrait. La République, une et indivisible. C'est assez gênant parce que il y a quelque part une négation du fait que dans nos pays, comme il a bien pris l'exemple dans son texte, dans nos pays, il y a des entités humaines sociologiques. Si on prend, ça c'est la carte d'un pays, à l'intérieur, si on faisait la carte mémorisée de l'occupation des populations, il y a des humains qui vivent dans ces territoires-là. Et bien, quand on parle de république, on fait abstraction de ces entités sociologiques et on les amène sur un terrain abstrait, comme si c'était de la mathématique, comme si c'était des machines, des écervelés, des robots qui doivent avoir un projet commun, sont tous programmés pour un projet commun et doivent l'atteindre avec des mini-programmes. Or, ce sont des entités humaines. D'accord? Donc, cette phrase, elle est très gênante parce qu'elle ne prend pas en compte le fait que le Gabon, si on parle du Gabon, d'ailleurs on ne dit jamais la République gabonaise, la République est une et indivisible, bon peu importe, on comprend que c'est la République gabonaise, togolaise, béninoise, etc. Si la République est une et indivisible, cela n'exclut pas une chose. Je répète encore que cette phrase ne tient pas compte de l'aspect sociologique. Or, l'Africain, vous le savez, même lorsqu'on se présente, on commence par se rattacher à sa lignée, à son lignage, à sa sociologie. Je suis le fils d'eux et d'eux, je suis de tel clan, etc. Voilà la culture africaine de base. Mais on ne dit pas je suis un républicain. Ça, dans quelle coutume, dans quel village est-ce que on commençait par de telles introductions?
Voilà, donc on peut déjà évacuer ce premier point. Bien, donc cette phrase, la République une et indivisible, n'est pas cohérente avec la réalité africaine. On devrait plutôt déjà commencer dans toutes nos constitutions par définir c'est quoi le Gabonais, c'est quoi le Togolais, c'est quoi le Béninois, c'est quoi le Tchadien, etc. Donc en l'occurrence, par exemple, la définition du Gabonais pourrait être que euh, on entend par Gabonais où le Gabon est constitué des entités et donc on les énumère, les entités sociologiques, les Pounous, les Fans, les Zébi, les Mienais, ainsi de suite. Et c'est ça qui constitue le Gabon ou le Gabonais. Par ailleurs, on pourrait aussi diviser la nation en départements et commencer par dire que le département de tel, je sais pas, je sais pas, voilà, on cite les départements, et au Gabon il y en a 57, tel département forme le Gabon. Et après, maintenant, on peut amener les gens vers la notion de république. Mais avant, aller sur le soubassement, le socle, l'humain d'abord, sur lequel repose le Gabon. Donc, vous avez compris que la première phrase ne définit en rien le Gabonais, parle d'une notion abstraite, universelle, universaliste, qui n'a rien à voir avec l'Africain, ni le Gabonais en particulier. On va faire une pause et continue. Donc, nos nations sont des nations multi-ethniques, multilinguistiques, multiculturelles. Je reprends le cas du Gabon. Voilà. C'est un pays dans lequel, on le sait très bien, il y a des occupations, des provinces, on va dire le territoire lui-même, il est occupé par des entités humaines, des ethnies. Voilà. Je ne parle pas de province, parce que les provinces, c'est encore une superposition administrative. Je parle bien des ethnies. Donc, quelle forme d'État est-ce qu'on pourrait faire chez nous, concrètement? C'est là où nous devons en venir, pour être dans un modèle très cohérent avec notre réalité. Bien, vous avez entendu la notion de fédérer, puisque nous sommes tous différents. On va aller plus vers une notion de fédérer plutôt qu'une notion d'unifier. La République une et indivisible, il y a le fait d'unifier, de rendre tout le monde identique, uniformisé, nous machiniser, nous transformer en robots qui ont un projet qu'on ne connaît même pas, puisque depuis 50 ans, je ne vois pas ce que ce projet produit dans la plupart des pays francophones. Alors, quelle forme d'État est-ce qu'on pourrait avoir? Les gens, lorsqu'on leur parle de fédéralisme, ils vont dire, ah oui, il y a des objections, le risque c'est qu'il y ait des autonomies qui se créent à l'intérieur, des velléités d'autonomisation, donc de sortie du groupe Gabon. Mais tout dépend quel modèle fédéral on prendrait. Alors, si on prenait un cas Gabon théorique, je vais théoriser, on prend un territoire Gabon, et que on prend là, voilà, des ethnies du Gabon. Il y aurait ici une ethnie A, une ethnie B, une ethnie C, une ethnie D. Si vous faites, je vais prendre là, une fédération, puisque quand on est différent, on ne peut plus unifier, on ne peut plus fusionner. Si on unifie, on fait disparaître A, B, C, D. C'est comme en mathématiques, on dit une banane plus une orange, ben ça donne rien, puisqu'on ne peut pas additionner une banane et une orange. Ok? Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est avoir un panier où il y a les bananes, les oranges, les goyaviers, les goyaves, etc. Donc ça s'appelle fédérer. Donc si on veut fédérer et qu'on fasse, nous c'est 9 provinces et puis une cinquantaine d'ethnies, et qu'on fasse des républiques où on aurait par exemple l'ethnie A, ça serait une première république, l'ethnie B, une deuxième république, l'ethnie C, une troisième république,
et l'ethnie D, une quatrième république. Ben, le risque, effectivement, c'est qu'à un moment donné, par exemple le B, hein, qui serait, je ne sais pas moi, près du Cameroun ou du Congo, ils disent, ben moi je ne veux plus appartenir au Gabon, je veux me retirer. Eh ben, ça peut arriver parce que cette ethnie, elle se retrouverait plus à l'aise dans un continuum territorial avec d'autres entités ethniques de l'autre côté. Là, on aurait un problème parce qu'on a voulu créer une fédération basée sur les ethnies, les républiques ethniques. Or, c'est justement ce qui a ruiné des territoires tels que la Yougoslavie. C'est encore ça qui a mené les guerres civiles au Nigeria, avec le territoire des Ibo, qui est plus au sud. Et c'est ce qu'il faut absolument éviter. La Yougoslavie a éclaté à cause de ça, hein, les Serbes, les Croates, plus les superpositions religieuses, parce qu'ils sont allés sur une approche purement ethnique. La Tchécoslovaquie d'ailleurs, qui n'était pas une fédération, mais était tout comme il y avait deux grands groupes, les Tchèques et les Slovaques. Il ne faut surtout pas aller dans le paradigme ethnique. Il faut aller donc vers quel paradigme? Je garde ce schéma, ok? Et je vais l'améliorer. Bien, donc, on revient sur notre schéma avec, on va dire là, le territoire et puis les grands groupes linguistiques ou ethniques qui sont plaqués sur ce territoire depuis la nuit des temps. Le paradigme ne doit pas être l'ethnie. Le paradigme doit être le bien-être social plus le bien vivre ensemble. Comment est-ce qu'on va l'obtenir dans le cas de nos pays? Si on va sur les notions d'ethnie, hein, je l'ai déjà dit, on va amener à des cristallisations identitaires. Les B vont se dire, ben, nous on est de telle ethnie, les A, nous on est de telle ethnie, et à des oppositions entre les différents groupes, ce qui peut amener à des éclatements. Le paradigme du bien-être social et du bien vivre ensemble, c'est de dire que bien, globalement, sur tel territoire, il y a par exemple l'ethnie Fan, bien, en majorité, le territoire A. Eh bien, ce territoire va être départagé en cantons. En cantons. Par exemple, là, on aura donc le canton A1, le canton A2, le canton A3, le canton A4. La caractéristique de chacun de ces cantons-là ou de départements, c'est que effectivement, le bien vivre ensemble est beaucoup plus facile puisque ici, les gens ils parlent la langue A, la même langue A, la même langue A, la même langue A. Donc, globalement, majoritairement, dans chacun de ces départements ou de ces cantons, les gens partagent les mêmes coutumes, la même langue, etc. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre le A1, le A2 et le A3? C'est la capacité des équipes dirigeantes, hein, les équipes gouvernantes de chacune des entités à apporter le bien-être social aux populations. Et donc, on va faire la même chose avec ici, on aura C1, C2, C3, C4, C5, qui va suivre le même schéma. C'est des départements dans lesquels il y a une certaine cohérence linguistique, mais on ne se focalise plus sur la langue, puisque il n'y a plus de négation, il n'y a plus de risque de dire nous on n'existe pas, on n'est pas reconnu, vos langues sont reconnues, vous vivez bien ensemble. Maintenant, on va essayer d'y apporter le bien-être social. C'est ça le... Bien, donc une fois qu'on a fait ce découpage-là, on se retrouve avec, si c'était le pays Gabon, on aurait bien une autre cinquantaine de départements, hein, à 3, au total, il y en aurait une cinquantaine de départements. Et bien on dirait que tous ces départements-là, chacun, hein,
va voter en fonction de sa population et, oui, essentiellement en fonction de sa population, un quota. On va lui attribuer un quota de députés qui vont aller siéger au Parlement, à l'Assemblée nationale, hein, au Parlement, donc dans lequel il y aura l'Assemblée nationale. Hein. En fonction de la population, il y aurait un certain nombre de députés. Et puis, pour être sûr d'une chose, c'est que si vous avez là, ici, là, le canton ou département C5 qui n'a que 200 habitants, alors que le A2 ici a 300 000 ou 200 000 habitants, il faudrait quand même une certaine égalité entre les différents cantons. On peut dire que il y aurait un Sénat, la Chambre haute, le Sénat, lui, il aurait un certain nombre de sénateurs fixes, hein, les sénateurs qui seraient par exemple de 1 ou 2 par département. Voilà. C'est mieux 2, pourquoi? Parce que quand on est 2, c'est plus facile si un est malade, ou alors c'est 1 plus suppléant, ou alors 2 sénateurs qui représentent chaque territoire, quelle que soit sa taille. Donc il y aurait deux choses dans ce type de parlement, c'est qu'il y aurait l'égalité des territoires, C1, C2, C3, C4, C1, A1, A2, c'est des territoires considérés de manière égale par la notion de Sénat, et une prise en compte du poids démographique de chaque côté, de chaque territoire, et là on aurait les députés qui seraient proportionnels. Donc, si on reprenait notre exemple, on a dit ici, il y a par exemple 200, pas millions, 1000, hein, 200 000 habitants, et que le C5, lui, il n'avait que 200 habitants, n'est-ce pas? Ah, ici, il y aurait minimum, ici, un député, et ici, on aurait, par exemple, 25 députés. Voilà. Là, ici, on tient compte, pour le nombre de députés, on tient compte du poids démographique de chaque territoire. Donc, on a vu une chose, il y a le Sénat, égal, c'est l'égalité des territoires, et l'Assemblée nationale, c'est la prise en compte, hein, du poids démographique, de chaque canton, donc de chaque département dans le cas du Gabon. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le Parlement. Qu'est-ce qu'on fait après avec un tel Parlement? Bien. Eh bien, tout le monde est représenté, tous les territoires. Le fait que tous les départements soient représentés et qu'on a dit que, en réalité, on allait d'une prise en compte des ethnies, eh bien, on aurait un Parlement qui tient compte de toutes les parties du territoire. Quasiment, on va dire, toutes les parties du territoire. Hein. Vous vous rappelez, on avait les A1, A2, etc., les B1, B2, etc., C1, C2. Voilà, tout le monde converge vers le même Parlement. Et c'est ce Parlement-là qui, maintenant, est l'émanation de toute la nation gabonaise, qui, lui, va maintenant élire un collège de sages. Un collège de sages, on peut dire, pour les Gabonais, bien le chiffre 9, de 9 sages. Hein. Les 9 sages, c'est les 9 ministres. Ça, c'est l'exécutif. Les 9 ministres. Voilà. Les 9 ministres qui vont gouverner le pays. Alors, comment est-ce qu'on va déterminer ces 9 ministres? On peut se fixer des règles. On peut dire, par exemple, que pour arriver au Parlement, on a organisé des élections législatives. Donc, on a élu des députés, des sénateurs, c'est sénatorial. Et on va dire que les 5 partis
qui arrive avec le plus grand nombre de parlementaires au Parlement, eh bien, vont se partager les 9 postes de l'exécutif. Alors, on peut fixer une règle. Dans le cas du Gabon, on peut dire que le premier parti aura deux ministres, le deuxième, 2, le troisième, 2, le quatrième, 2, ok? Et le dernier aura 1. Vous voyez, au total, ça vous fait 2 plus 2 plus 2, ça fait 9 ministres. Donc, quel est l'avantage d'un tel système? Si le premier parti est arrivé avec 2, le deuxième à 2, le troisième avec 2, c'est que, supposons que le PDG soit la première force politique, qu'elle occupe même, on va dire, 50% ou 60% des sièges du Parlement, mais ils ne seront pas majoritaires pour occuper l'exécutif, le nombre de postes de ministres. Ils n'auront que 2 ministres. Ensuite, le deuxième, par exemple l'UPG, ils auront 2. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça permet de tenir compte des différentes colorations politiques du pays. C'est ça l'avantage de ce modèle. Et puis après, bon, quand on a un groupe comme ça de sages ou de ministres, chaque année, le même Parlement va désigner parmi les 9 celui qui va assumer la présidence de l'année. Hein. Donc il y aura une présidence tournante, ce qui fait que tout le monde, plus ou moins, va participer à l'effort national. Et bien le même Parlement, pareil, donc ça c'est le pouvoir exécutif, ça c'est le pouvoir législatif, hein, faire les lois, va aussi désigner les hauts magistrats, le pouvoir judiciaire. Voilà. Pouvoir judiciaire. Là. Et puis après, je vous avais expliqué déjà dans une vidéo précédente, excusez-moi, comment on introduit la place de la chefferie. Je ne vais pas y revenir, sinon vous allez vous perdre dans ce schéma. Voilà, j'espère que les choses commencent à se clarifier. Donc, la vidéo est un peu longue, mais c'est important. Grégory Tankès a posé une vraie question qui était: est-ce que la République une et indivisible, c'est cohérent avec les nations multiethniques africaines? Vous avez la réponse: non, ce modèle ne doit pas être mis en avant. C'est une supercherie, c'est quelque chose qu'on a répété machinalement, un peu comme on disait aux Africains, nos ancêtres les Gaulois, et puis bon, les enfants, les parents, etc., répétaient la même chose. Aujourd'hui, nous devons analyser ces choses-là avec beaucoup d'attention et comprendre que non, c'est pas cohérent avec notre réalité sociologique, et que pour sauvegarder nos cultures, nos médecines traditionnelles, et éviter aussi la corruption, hein, que vous preniez le système avec les 9 sages, donc les 9 ministres issus issus de divers partis du pays. La corruption devient très difficile, parce que quand vous voulez corrompre une famille, qu'est-ce que vous faites? Vous allez corrompre le chef de famille. Mais quand vous avez une famille où c'est 9 sages qui prennent les décisions de manière collégiale, eh bien, vous ne pouvez pas les corrompre, puisque d'abord, vous ne pouvez pas savoir qui va être élu à l'avance. Ce n'est qu'après les législatives, et vous ne pouvez pas corrompre les 200 ou 300 ou 400 députés qui sortiront du pays, n'est-ce pas? Donc, nos pays deviendraient beaucoup moins perméables à la corruption et aux influences géopolitiques internationales et extérieures. Voilà, on peut s'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue, mais c'est important d'avoir ces notions-là très claires. Et puis, le fait que les pays soient séparés, cloisonnés comme ça, l'autonomie, c'est ça, le fédéralisme, il y a des constitutions locales, n'est-ce pas? Ça évite de corrompre tout le système de manière générale. Ce qui fait que chaque parti va essayer d'être dans l'émulation et de donner le meilleur de lui-même. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour la question de Grégory.
Et je reste ouvert à ce type de questionnement, à y répondre avec des illustrations au besoin.